Nous reprenons du coup avec la deuxième partie de la troisième partie. Peut-on tout prouver? Deuxième point, le problème des connaissances empiriques. Alors le problème, il y a un problème que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Alors l'idée ce que je voudrais examiner dans ce point, c'est la question de une des réponses, la question qui porte sur une des réponses que l'on aurait vis-à-vis du sceptique, qui est celle de la réponse assez simple, qui est de dire quand j'ai une expérience, que je vois quelque chose, ça ne souffre pas de doute. Il est impossible de douter de ce que je vois, de ce que je sens. Assez simplement, si par exemple je me souviens d'avoir vu quelqu'un tuer cette personne-là, le fait de... qu'est-ce qui te permet de dire que tu t'en souviens? C'est le simple fait de s'en souvenir. Idem, si je me casse, je m'explose l'orteil contre un recoin de meuble, qu'est-ce qui fait que je me souviens? Qu'est-ce qui me prouve que j'ai mal? C'est ma douleur. On a là ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle des connaissances empiriques, c'est-à-dire les connaissances que l'on a au sein même de notre expérience, au sein même de notre vécu, ce que, en langage un peu ordinaire de maintenant, on appelle le ressenti. Quelque chose qu'on a du mal, qui souffre assez peu du doute. Et c'est typiquement ce sur quoi repose pas mal de procès. Et puisque les procès, on les fait reposer aussi essentiellement sur des témoignages. Témoignage qui a vu, qui a été témoin. Témoin, ça veut dire qu'il l'a vu, il l'a senti, il s'est passé quelque chose à laquelle il a participé de près ou de loin. Il a quelque chose à dire de ce qu'il a vu. Idem, l'importance du flagrant délit dans des enquêtes. Donc tout ça montre à quel point une connaissance empirique, c'est-à-dire une information que l'on obtient par le fait que l'on a été directement en lien avec quelque chose, avec un fait, qu'on a été témoin, d'accord? La connaissance empirique parle du fait d'être témoin, le témoignage des sens, comme on dit, est un point très important, et qui fait que le sceptique, là, maille à partir avec un argument assez fort, qui est donc du coup cette connaissance empirique. D'autant plus que ce que nous a amené par exemple Pascal sur les connaissances des termes, cette compréhension en quelque sorte avant même de pouvoir définir quoi que ce soit, c'est une sorte de connaissance par expérience, par l'usage. Qu'est-ce qui fait que tu comprends ce mot? C'est parce que tout simplement je l'emploie, et je l'emploie correctement. Donc là on a là aussi quelque chose qui est à examiner. Et on va voir que c'est pas si sûr que ça. Une certitude n'accompagne pas forcément ce genre de connaissances. On va voir pourquoi. Dans ce genre de connaissances, elle arrive au sein d'un procès, donc je passe assez rapidement ça, mais un sceptique peut évidemment poser la question qu'est-ce qui fait que vous en souvenez? Et il semblerait que à cette question-là, on n'ait pas vraiment manière de justifier davantage. Hein. D'ailleurs, même pas forcément de sens de justifier le fait que je me souviens de quelque chose. D'accord? Et c'est peut-être la même chose qui se fait dans les connaissances tacites que l'on trouve dans le texte de Pascal, mais toutes ces connaissances qu'on a quand on vit, c'est-à-dire le fait que le fait de marcher, le fait que vous puissiez marcher, c'est que vous avez une connaissance tacite du sol sur lequel vous marchez, etc. La question qui doit se poser, c'est en quoi nous retrouvons-nous pas dans l'arrêt dogmatique du trilemme d'Agrippa. Et évidemment, la réponse assez simple que l'on pourrait avoir, c'est que il semble que nous ayons une connaissance directe et infaillible, pas possible de se tromper, de nos propres expériences conscientes. Par exemple, quand vous avez mal, vous n'avez pas besoin d'arguments supplémentaires pour le savoir. Vous n'avez pas besoin d'examiner vos nerfs, d'accord? D'ailleurs, on ne se pose pas la question suis-je un sujet suffisamment fiable pour pouvoir admettre que j'ai une douleur, d'accord? Donc, en quelque sorte, nos expériences subjectives conscientes représentent, semble-t-il, une forme de connaissance en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles nous apportent des informations. Ce type de connaissance est appelé par Russell des knowledge by acquaintance. Alors, pourquoi je le dis en anglais? Parce qu'en fait, difficile la traduction de ce terme n'est pas transparente. On en a donné une traduction un peu directe avec un vieux mot de la langue française qui est l'accointance, c'est-à-dire le fait d'être aux touches
touche, accointé, c'est-à-dire être à proximité, à contiguïté de ce qui nous arrive, on le traduit plus simplement par un terme, je trouve, beaucoup plus clair, qui est la connaissance par expérience directe, qui témoigne d'une chose très claire, une connaissance par expérience directe, signale et indique le fait que, point très important à connaître, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre la cause de la connaissance et la connaissance. D'accord ? C'est pour ça que, par exemple, on envoie un journaliste sur place dans une guerre pour pouvoir ramener des informations. D'accord ? Et qu'il ne va pas s'en remettre à un témoin intermédiaire qui pourrait modifier l'information, etc. Voilà. Donc, c'est pour dire que il y a connaissance par expérience directe dans la mesure où on est en accointance, où on est directement lié à ce qui peut causer une connaissance. D'accord ? C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui rapporte entre vous et le fait. D'accord ? Par exemple, le témoin d'un meurtre ou le policier qui rapporte un flagrant délit. Il y a tout un courant philosophique qui a considéré, et je dirais qu'il y a encore un courant, une grande majorité de philosophes qui considèrent que les justifications de toutes nos connaissances, n'importe laquelle, reposent sur des connaissances non justifiées comme les connaissances par expérience directe. Ce sont des connaissances qu'on considérera comme infaillibles. Alors, c'est particulièrement un courant que vous avez déjà vu, et ce courant, c'est l'empirisme. D'accord ? Alors, la question qui peut se poser, c'est est-ce que pour autant, on sort du scepticisme ? Alors, pour cela, je vais vous proposer une expérience de pensée. Cette expérience de pensée, c'est, on la nomme l'expérience de pensée du cerveau dans une cuve. Alors, pour cela, je vais vous montrer cette expérience. Allons-y. Imagine. Une nuit, un chercheur en neurosciences se glisse à pas de loup dans ta chambre. Il t'anesthésie et te transporte dans son laboratoire, puis t'opère soigneusement pour extraire le cerveau de ton crâne et le plonger dans une solution offrant des conditions physiologiques adéquates. Ensuite, il le relie à un ordinateur très performant qui envoie des influx nerveux à ton cerveau comme le ferait ton corps. Grâce à ces impulsions électriques, le scientifique peut générer en toi n'importe quelle perception et simuler un monde virtuel à la réalité trompeuse. En effet, nos expériences conscientes sont générées par des processus cérébraux. Le corps ne joue aucun rôle là-dedans. Par exemple, lorsque tu vois une fleur, ton œil transmet directement l'information à ton cerveau qui produit ensuite l'impression d'une fleur. Le chemin de la fleur à l'œil puis au cerveau pourrait donc être épargné si l'on parvenait à reproduire artificiellement le même état cérébral. Il en va de même pour la musique, pour la douleur et même pour l'amour. La stimulation cérébrale permet, en principe, de simuler toutes sortes de choses. Ainsi, comment sais-tu que ce n'est pas précisément ce qui est en train de t'arriver à toi, en ce moment même ? Peut-être ton cerveau est-il justement en train de baigner dans une solution physiologique, stimulée par des connexions qui te font croire que tu es en train de regarder une vidéo de Philosophix. Impossible ? En es-tu vraiment certain ? Au XVIIe siècle, René Descartes affirmait qu'il est possible d'acquérir une certitude absolue. Selon lui, il existe une chose dont personne ne peut douter, précisément le fait que je suis justement en train de penser. Puisque je pense, il faut bien que j'existe. Pas de pensée sans penseur. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis.
seulement si je pense, mais si le monde autour de moi est vraiment tel que je le perçois. Comment être sûr que le monde existe? Peut-on vraiment exclure que tu ne sois pas simplement un cerveau dans une cure? Voilà pour la vidéo. Alors, je reprends où nous en étions. Alors, donc tout simplement, je vais pas trop batailler, mais tout ça peut avoir des conséquences et de réflexions beaucoup plus larges et très intéressantes. Alors, ce que l'on peut en conclure, j'en termine sur cette vidéo, ce que l'on peut en conclure, tout simplement, c'est que cette expérience de pensée montre que mon expérience subjective ne peut pas suffire pour connaître quoi que ce soit. Cet argument, en fait, est un argument sceptique, dévastateur, encore une fois, à l'égard de nos expériences subjectives. Elle n'est pas en train de dire que nos expériences subjectives en elles-mêmes sont, encore une fois, fausses. C'est ça qui est très intéressant. Elle dit, ok, ce que tu dis est juste, ce que tu sens, on peut pas. C'est infaillible. Mais pour autant, ce n'est pas parce que l'expérience subjective que tu as est infaillible, sûre à 100%, que tu peux en déduire une connaissance. Ça, c'est considérablement dévastateur. Ça veut dire que même là, le passage de l'expérience subjective à la connaissance d'un fait, c'est-à-dire au fait de pouvoir parler de la réalité, n'est toujours pas garanti. Très intéressant et très important. Pour l'instant, avec ce que l'on a pour l'instant, parce qu'on va trouver des garanties. L'objectif quand même du cours, c'est de trouver des garanties pour pouvoir dire que l'on connaît. C'est un point très important, ça aura des conséquences fondamentales pour la suite du cours, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. Donc, ça peut se résumer sous cette forme sur ce schéma-là. Mon expérience subjective me présente une salle de classe remplie d'élèves. Bon, le diaporama marche, l'argument fonctionne dans la mesure où je montre ce diaporama en classe. Là, ça s'adapte, c'est différent. Je vois pas la même chose que je vois d'habitude. Mon expérience subjective me présente une classe remplie d'élèves. J'en suis sûr à 100%. Le sceptique remet pas ça en question. Je dirais, en quelque sorte, il consent à ça. Il dit très bien, c'est infaillible. On peut pas aller au-delà de ça. Mais c'est pas pour autant qu'on peut en conclure, en étant sûr à 100%, que il existe une salle de classe remplie d'élèves qui cause mon expérience subjective. Cet argument n'est pas valide. Cette classe peut être une illusion. Toutes les expériences que je vis directement peuvent être des illusions. Et la conclusion sceptique à une telle expérience de pensée, c'est que je ne peux strictement rien connaître à partir de mes sensations. C'est terrible. C'est terrible. On reste coincé. Mais il y a un auteur qui a trouvé une solution, encore une fois, une sorte de pirouette argumentative qui est très importante, mais qui est allée encore plus loin, qui a montré jusqu'où on pouvait être sceptique, et jusqu'où pouvait reposer en quelque sorte, et comment fonctionnait la connaissance sur laquelle reposent toutes nos autres connaissances, et comment on se sert de nos informations sensibles. D'accord? Et ce philosophe, c'est un philosophe que vous connaissez, c'est un empiriste, sceptique aussi. C'est David Hume.